Et donc, je vais donner la parole à Monsieur Plançon, donc, qui est, lui, historien des communautés juives de Genève, et qui va nous parler, comme c'est inscrit. Ernest Gainsbourger donc, est à Genève de 1908 à 1924, et il cognait un rabbinat sous haute tension. Mais je laisse la parole à Monsieur Plançon. Voilà, merci de votre accueil d'abord. Et puis une petite précision, j'ai effectivement fait en bonne partie carrière dans la marine nationale. Je précise dans la marine nationale française. La marine suisse eût été un peu plus difficile. Bref, en 1908, après le décès du grand rabbin, ça passe? Non, j'ai déjà abordé. Voilà. Après le décès du grand rabbin Wertheimer, la communauté israélite de Genève est à la recherche d'un nouveau guide spirituel. Après avoir écarté la candidature de M. Louis Germain, qui était le rabbin de Dijon et le fondateur de la synagogue libérale de Paris, on va attendre qu'il s'installe. Ça va ? Mathieu Wolf, que nous voyons ici sur la photo, et qui est le rabbin de Sedan, et Ernest Ginsburger, qui nous vient de Paris, se disputent l'élection au titre de grand rabbin de Genève. Vous me pardonnerez, comme M. Weil, la prononciation de votre patronyme, je le prononce à l'alsacienne, donc Ginsburger. Le 6 septembre 1908, après un scrutin qui est particulièrement serré, Ginsburger est élu donc à la tête de la communauté juive genevoise avec 47 voix pour et 46 voix contre, soit une seule voix de majorité. Ouais, c'est extrêmement serré. Ce qui m'interpelle d'abord, c'est que c'est le faible taux de participation en fait lors de cette élection, parce qu'il n'y a que 93 membres donc, qui procèdent au vote de cette élection, alors que la communauté juive genevoise compte à ce moment-là plus de 2200 âmes. Cela étant, il n'y a environ que 250 familles qui sont membres de l'institution, et lorsque je dis famille, il faut savoir que dans les registres de l'époque, on ne mentionne que les chefs de famille. Ce qui sous-entend, d'une manière générale, que ce sont les hommes qui sont inscrits. Les femmes n'apparaissent que si elles sont veuves en tant que chefs de famille, et les enfants majeurs peuvent apparaître, mais à partir du moment où ils s'inscrivent véritablement comme membres, c'est-à-dire que s'ils restent encore dans le foyer de la maison, et donc ils ne vont pas apparaître parmi les membres de l'institution, ce qui est quelquefois un peu compliqué pour connaître le nombre exact de personnes qui peuvent être membres de l'institution. Cela étant, c'est quand même un taux de participation qui est faible, c'est à peine 30% des membres inscrits à l'institution qui vont voter. Mais comme nous allons le voir, c'est parce que nous nous trouvons aussi dans une période de grands bouleversements, ce début du XXe siècle, où le phénomène de l'assimilation est extrêmement marqué, où la laïcisation est aussi entrée en vigueur, où la communauté a commencé à se diversifier, et il y a une désaffection assez nette des gens pour le judaïsme, et les nouvelles générations sont attirées par d'autres mirages que le maintien des traditions. Ça explique aussi peut-être pourquoi il y a peu de personnes qui viennent voter. Toujours est-il que la tâche qui l'attend ne semble guère l'intimider, d'autant que celle-ci semble s'inscrire dans une certaine continuité, Ginsburger étant, tout comme son prédécesseur, issu de la même école de pensée, c'est-à-dire le consistoire de Paris. De même, ils sont aussi de la même origine, puisque Ginsburger comme Wertheimer sont d'origine alsacienne. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme qu'il prend ses fonctions dans la cité de Calvin, sans se douter en fait un seul instant que l'exercice auquel il va s'attaquer ne va pas être de tout repos. Mais avant de vous en parler, il convient peut-être, pour une meilleure compréhension de la situation, de vous esquisser en quelques lignes les particularités du judaïsme suisse et genevois. À la différence de la France qui avait émancipé ses juifs avec les effets de la Révolution française, la Suisse attendra encore près d'un siècle
1874 pour en faire de même au niveau national. La Suisse est en effet un État fédéral qui est composé de 26 cantons, qui vous sont montrés sur cette carte, qui disposent chacun en fait de leur propre législation. Ces derniers ont donc appliqué tout au long du XIXe siècle des politiques très différentes à l'égard des Juifs, n'accordant que par étapes et au cas par cas les droits civiques et religieux. Alors, c'est la particularité de la Suisse que le monde entier admire. Le monde entier aimerait appliquer la même politique de la Suisse tout en espérant qu'on ne le fasse jamais. Pourquoi? Parce que la Suisse, c'est le pouvoir du peuple. Le peuple a un pouvoir décisionnel qui est énorme, peut amender les lois, peut stopper une loi qui est en cours, peut stopper un projet qui est en cours d'élaboration au Parlement, peut, après la votation d'une loi, la stopper et demander un référendum national, comme le peuple peut également initier lui-même un projet de loi par voie référendaire. Cela explique pourquoi, malgré un phénomène d'unité nationale, lorsque ça va mal, la Suisse sait parfaitement être extrêmement bien unie. Mais elle assume néanmoins cette volonté de ses propres particularités. Chaque canton a sa propre législation, ses propres lois, et n'entend pas y déroger. Et en matière de citoyenneté, cela explique pourquoi, en particulier, ça a été très compliqué pour obtenir ces citoyennetés. Les catholiques eux-mêmes, du reste, ça a été très compliqué. Il a fallu attendre les années presque 1800 pour qu'ils puissent revenir en Suisse. Et puis pour les Juifs, ça a été un long combat tout au long du XIXe siècle, donc presque un siècle après la Révolution française. De fait, les communautés juives qui sont présentes en Suisse, n'étant pas toutes traitées sur le même pied d'égalité, elles n'ont pas été soumises à la tutelle des structures supérieures, qu'elles soient régionales ou nationales, tel qu'on peut le retrouver dans le système consistorial français et belge instauré par Napoléon. Par conséquent, s'il y a un grand rabbin de France et un grand rabbin de Belgique, eh bien, il n'y a pas de grand rabbin de Suisse. En 1904, cependant, et faisant suite à la loi de 1893 qui avait interdit l'abattage rituel sur tout le territoire suisse, une loi qui est toujours en vigueur, certaines communautés juives ont décidé de créer une structure représentative sur le plan national connue sous le nom de Fédération des communautés israélites suisses. Malheureusement, cette institution, ne reposant sur aucune légitimité de droit institutionnel, celle-ci n'eut qu'une très faible influence sur la scène politique durant les premières décennies du XXe siècle. Elle fut du reste particulièrement malmenée par les autorités fédérales durant la Seconde Guerre mondiale, justement en raison de ses faiblesses structurelles et juridiques. L'émancipation du reste des Juifs ayant été particulièrement difficile en Suisse tout au long du XIXe siècle, eh bien, en particulier pendant la Seconde Guerre, ils étaient extrêmement partagés, ne sachant pas très bien quelle attitude il fallait adopter. Fallait-il être d'abord un bon Suisse et après Juif, ou d'abord un bon Juif et après Suisse? Quand on connaît l'ambivalence, effectivement, et la particularité de la politique suisse durant la Seconde Guerre mondiale, cela a frappé de plein fouet, en fait, les communautés juives qui étaient installées dans ce pays et qui étaient dans une sorte de balance, ne sachant pas très bien ce qu'il fallait faire. Et les communautés entre elles, eh bien, aussi, elles avaient cette problématique, hein, et donc il y avait des tensions qui pouvaient émerger entre communautés. La communauté de Genève, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, étant extrêmement près de la frontière française où il y avait nombre de passages, bien sûr, était plus tenté de venir recueillir en masse les Juifs qui fuyaient la France. Il faut savoir que sur les 25 000 Juifs qui sont rentrés en Suisse, 12 600 sont passés par Genève, alors que d'autres cantons, notamment du côté alémanique, ils étaient beaucoup plus frileux à vouloir accueillir donc ces Juifs réfugiés. Une autre particularité de la Suisse réside aussi, bien sûr, dans la diversité de sa culture et de sa langue, ou de ses langues, devrais-je dire, puisqu'il y en a 4, hein, on les voit ici repartis sur la carte, donc le suisse-allemand, l'italien, le français et le romanche, hein, qui est un idiome qui est essentiellement parlé dans les Grisons, hein, donc c'est la partie de l'extrême est de la Suisse. De fait, selon la zone géographique,
Des blocs linguistiques se sont formés tout naturellement, ce qui concourt aussi à ce que les communautés juives, c'est ce que je vous disais, ne tissent pas forcément de liens entre elles. Lorsque Ginsburger arrive à Genève, il est donc face à une communauté aux traits singulièrement indépendants, qui, au cours des 50 dernières années, a cependant réussi à opérer une intégration dans la société genevoise en bénéficiant de l'aide d'un esprit particulièrement brillant et éclairé, qui est celui du grand rabbin Wertheimer que nous voyons ici. Tout semble donc se présenter sous les meilleurs auspices, mais ce n'est là qu'une simple impression. La communauté juive genevoise a en effet, comme je le vous disais tout à l'heure, en l'espace de quelques décennies, littéralement explosé sur le plan démographique, passant de 300 membres en 1860 à 2236 membres en 1910, donc à peu près donc, lorsque arrive M. Ginsburger. Sans compter la vague d'étudiants juifs d'Europe de l'Est qui déferle à ce moment-là sur la toute jeune université de Genève. La perte de l'Alsace et puis de la Lorraine aussi, quelques années plus tôt, ainsi que les premiers mouvements réactionnaires au sein de l'Empire russe, ont en effet provoqué un afflux de coreligionnaires qui a déstabilisé donc l'identité culturelle juive genevoise. À cela, il faut bien sûr ajouter les effets d'une assimilation importante qui touche de plus en plus les nouvelles générations qui ont un appétit féroce de libéralisme et qui ne semblent plus faire le lien entre la modernité et les traditions, entre la foi et la science. Si l'on en croit le récit de Josué Jéhouda, qui était rédacteur en chef de la Revue juive et un grand narrateur de cette époque, les effets de cette assimilation touchent aussi l'exécutif administratif de la communauté israélite de Genève, qui entend désormais en fait, jouer pleinement son rôle de conducteur des affaires communautaires, diminuant ainsi l'autorité exercée jusque-là par le grand rabbin. Alors, il convient de préciser une chose, c'est que au XIXe siècle, et en particulier à Genève, lorsque M. Wertheimer arrive et prend ses fonctions, il a à faire face à une petite communauté d'environ 80 familles. En réalité, c'est à peu près le seul grand érudit de cette communauté, et comme bien souvent aussi dans les villages où c'est le curé qui, lui, a eu une instruction, hein, on a exactement la même situation là. C'est un universitaire. C'est donc un homme qui a la connaissance, et il va véritablement prendre en charge le fonctionnement de sa communauté. Pendant quasiment tout le XIXe siècle, en fait, le président de l'institution, l'exécutif administratif, en fait, il est plus décoratif qu'autre chose. Il est là d'une manière symbolique, mais le véritable patron, c'est lui. Bon. C'est un rôle d'ailleurs souvent assez exercé par les rabbins alsaciens. C'est-à-dire que les rabbins alsaciens, ils ont cette tendance aussi à imposer leur style et être le conducteur des affaires communautaires. À Genève en particulier, tous les actes de toutes les archives que moi j'ai consultées sont toutes signées du grand rabbin, y compris les demandes officielles qui ont été faites devant le Conseil d'État ou même devant le Conseil fédéral. Eh ben, elles sont toutes signées du grand rabbin. La signature du président de la communauté n'apparaît jamais. Donc, le rôle du grand rabbin, bien sûr, est important. Sachant que cet homme-là est resté 50 ans en place à la communauté, évidemment, il avait un poids qui était relativement important et imposant. Cependant, après sa mort, évidemment, la priorité est désormais, selon l'exécutif administratif, à la conduite administrative de l'institution. Et donc, on évite soigneusement... On va voir si... Voilà, M. Ginsburger. On évite soigneusement que M. Ginsburger vienne se mêler de celle-ci. On le voit là, c'est une photo qui doit dater de 1909. On décide donc de le reléguer à l'arrière-plan, parce que pour l'exécutif, le grand rabbin désormais finalement tenu de se contenter d'un simple rôle représentatif et symbolique, décoratif même si l'on en croit Josué Jéhouda, au point que bientôt certains membres déclarent, non sans une certaine peine, il est vrai, il est payé à ne rien faire. Ginsburger, bien sûr, ne peut se résoudre longtemps à accepter une telle humiliation,
d'autant qu'il n'est animé en réalité par aucune ambition particulière, en tout cas en ce qui concerne la conduite des affaires communautaires, mais seulement par celle d'asseoir une autorité légitime que lui accorde son statut de grand rabbin de Genève. Alors c'est intéressant sur ce que disait Anne tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'il arrive avec son diplôme de rabbin. En fait, officiellement venant du consistoire de Paris, il n'a pas le second degré qui lui permet d'avoir en fait le titre de grand rabbin. Ce que les Genevois et les Suisses s'en moquent complètement, puisque ne faisant pas partie du système consistorial, ils ont leur propre graduation. En fait, il y avait une volonté dans la communauté genevoise, dès 1859, lorsque le premier poste a été créé pour M. Wertheimer, d'attribuer ce titre de grand rabbin, parce que le parcours des Juifs à Genève jusque-là avait été particulièrement difficile. Je n'ai pas le temps ce matin de faire un retour là-dessus, mais disons que chassés de Genève au Moyen-Âge, il a fallu attendre la moitié du XIXe siècle pour qu'on accorde enfin leur retour sur les terres genevoises. Et en fait, pendant plusieurs décennies, ils ont habité juste à quelques encablures de Genève, dans une petite cité qui s'appelait Carouge, mais qui était sous tutelle du royaume de Sardaigne. Là, cas exceptionnel, ils ont vécu librement, avec un droit commun qui leur a été appliqué dès 1780, ce qui est un cas unique en fait dans l'histoire du judaïsme. Lorsqu'ils ont pu arriver à Genève, le parcours a été encore très très difficile, et même si on les a autorisés à vivre, on ne leur a pas accordé la citoyenneté avant 1857. Aussi, lorsque c'est arrivé, la communauté juive de Genève a souhaité marquer véritablement désormais son empreinte. Et c'est la raison pour laquelle elle a instauré ce titre de grand rabbin, de manière à pouvoir avoir un représentant devant l'exécutif cantonal et devant l'exécutif fédéral. Et donc c'est la raison pour laquelle ce titre existe, bien que M. Ginsburger, lorsqu'il arrive, n'a pas encore ce grade qu'il n'obtiendra qu'en 1919. Malheureusement, donc, le fossé ne fait que s'agrandir entre lui et les administrateurs de l'institution. Fier de sa personne et fier de son rang, il refuse toute compromission avec un exécutif qui devient peu à peu en fait son adversaire. Son principal handicap, il agace tout simplement par son éloquence, par la franchise de ses propos, bref, par une sincérité qui dérange. En réalité, sa jeunesse, il n'a que 33 ans lorsqu'il arrive à Genève, et donc son inexpérience dans la conduite d'une grande communauté sont habilement exploités par les puissants membres des grandes familles qui financent l'institution et donc qui la dirigent. Cette opposition, en réalité, n'était pas tout à fait nouvelle. Elle est seulement devenue beaucoup plus visible. Wertheimer, bénéficiant d'un énorme respect en raison de sa longévité, n'avait subi en fait que de rares attaques qui la plupart du temps étaient quand même restées relativement feutrées. Ginsburger est malheureusement le premier à souffrir notablement des conséquences de cette scission entre le pouvoir et le spirituel, et du coup porte sur ses épaules le fardeau d'une incompréhension mutuelle qui devient à ce moment-là chronique parmi les membres. Parce qu'il dégage un caractère impétueux, c'est un homme de caractère, le grand rabbin est peut-être fautif de son rejet, mais parce que les administrateurs de l'époque, les dirigeants n'entendent rien au culte, sont-ils peut-être aussi coupables de ce divorce? Ginsburger trouve cependant un réconfort dans la jeunesse, c'est vrai, pour laquelle il va s'investir largement. Comme son prédécesseur, il porte aussi une singulière bienveillance aux nombreux étudiants juifs russes venus s'instruire à l'université de Genève, mais qui, pour la plupart d'entre eux, vivent dans des conditions très précaires, pauvres comme des rats d'église, pour ne retenir que la citation de Chaim Weizmann, futur premier président de l'État d'Israël, qui à ce moment-là est professeur de chimie dans la cité de Calvin. Et puis il y a aussi toutes les autres communautés qui sont placées sous la protection du ministère d'Ernest Ginsburger, car en effet, bien qu'il n'existe pas de consistoire régional ou toute autre structure analogue en Suisse, l'autorité d'Ernest Ginsburger s'exerce en fait, je vais un peu aller vite, voilà, sur la quasi-totalité
de la Suisse romande, autrement dit de la Suisse francophone, ce qui comprend les communautés à cette époque de Genève, de Lausanne, vous me posiez la question hier, de Vevey, de Montreux, qui est au bout du lac Léman, de Neuchâtel, c'est le second lac qui se trouve un tout petit peu plus haut, Yverdon-les-Bains, également de ce côté-là, Bienne et Avenches, qui sont dans la partie nord, en allant sur le Jura. Avant la nomination de Joseph Wertheimer en 1859, c'était Moïse Nordmann, le rabbin de Eigenheim en Alsace, juste à côté de Bâle, à côté de la frontière, qui administrait une bonne partie en fait des communautés suisses, qui étaient incapables à ce moment-là, juridiquement ou matériellement, d'entretenir un rabbin. Par la suite, lorsque ces mêmes communautés commencèrent à prendre leur essor, eh bien, ce fut le grand rabbin de Genève qui prit le relais, non pas tant pour les administrer, mais plutôt pour assurer le rôle d'une haute autorité rabbinique, nécessaire dans certains cas, comme par exemple la dissolution d'un mariage, ou encore tout autre problème qui nécessite une interprétation précise des lois juives. Ernest Ginsburger prenait donc un plaisir à rendre visite aux communautés rurales, échappant ainsi quelque peu aux tensions genevoises. Parmi les actes les plus marquants du grand rabbin à cette époque, eh bien, citons l'inauguration le 7 novembre 1910 de la synagogue de Lausanne, que nous voyons ici, qui donna lieu à 2 journées de festivités durant lesquelles toute la population lausannoise fut invitée à découvrir le nouveau temple israélite. Alors, on remarquera dans cette photo une des particularités de la synagogue de Lausanne, qui ressemble aussi à la synagogue de Genève, et par opposition à la synagogue qu'on peut trouver par exemple à Bayonne. Ici, nous nous trouvons en fait dans des synagogues dites de rite réformé, c'est-à-dire que l'estrade centrale, la bima, la teva, qui normalement dans une synagogue traditionnelle se trouve au centre de la salle, avec les bancs en fait, qui se font face, font place dans les synagogues réformées, en fait, à l'adoption, on le voit ici, d'une abside, donnant une orientation géographique à plan centré qui l'assimile en fait aux églises romanes, les absides en soi d'ailleurs étant plutôt un concept chrétien. L'Aron HaKodesh, c'est-à-dire l'arche sainte qui contient les rouleaux saints, sont à ce moment-là mis à l'extrémité orientale de l'édifice. Du coup, on dégage la place centrale, on met les bancs en position longitudinale comme dans les églises, hein, et donc on trouve en fait une orientation qui s'assimile un petit peu à ce que l'on trouve dans les églises. À Genève, c'est même encore plus marquant, puisque à Genève, on a un système basilical, et donc on a un immense dôme qui rappelle la basilique. En fait, c'est une copie du dôme de Florence. Enfin, il y a d'autres attributs dans ce type de synagogue, que ce soit à Lausanne ou que ce soit à Genève. Eh bien, c'était l'introduction de l'orgue, qui a toujours donné lieu à des débats entre les rabbins, et puis quelquefois d'une chaire. Donc ici à Lausanne, il n'y en a pas, mais à Genève, on a également une chaire où le rabbin monte pour faire ses sermons. Alors c'est une opposition de style qui est née au milieu du XIXe siècle, qui a pris corps essentiellement en Alsace, qui s'est développée dans certaines villes de France, donc une opposition entre le style réformé et puis le style traditionnel. Lorsque le 3 août 1914 éclate la Première Guerre mondiale, si la Suisse est épargnée par la guerre, la tourmente frappe néanmoins de plein fouet les communautés juives, bien sûr, qui abritent en réalité un nombre substantiel de familles de nationalité française. C'est notamment le cas à Genève. Nombreuses donc sont les familles qui voient leurs fils appelés sous les drapeaux. Mais il y a aussi à Genève, à Bâle, à Berne ou à Zurich, des ressortissants et autres réfugiés d'Europe de l'Est prêts à défendre la patrie des droits de l'homme. Leur sacrifice semble en bonne partie motivé par l'espoir d'une victoire des Alliés qui pourrait permettre l'abolition des persécutions que subissent leurs coreligionnaires restés en Russie, en Pologne ou en Roumanie. Car en effet, bien que ces pays soient engagés aux côtés de la France, il faut savoir que leur législation se montre encore plus que méprisante à l'égard des Israélites. Même l'armée les considère comme des mauvais éléments.
ce qui constitue donc une raison supplémentaire pour rejoindre les rangs des troupes françaises. Plusieurs centaines de juifs volontaires résidant en Suisse s'engagent donc dans les rangs de la Légion étrangère, venant ainsi épauler les quelques 40 000 soldats juifs déjà présents dans l'armée française. Ici sur cette photo, on voit un des groupes volontaires suisses qui défile à Paris, et puis à gauche Nisson Perzov qui fait partie de la petite colonie russe qui est établie à Genève et qui va donc s'engager dans les rangs de la Légion étrangère. Dès le début des hostilités, le consistoire central de France se mobilise aussi afin de déléguer des rabbins pour assurer une aumônerie israélite. Cependant, au début du conflit, il faut savoir que seuls 18 rabbins sont en exercice, un nombre qui est bien sûr insuffisant. Aussi, l'intervention du grand rabbin de France auprès du ministère de la Guerre va permettre de faire passer le nombre d'aumôniers à 27 en 1915 pour atteindre un maximum de 46 rabbins vers la fin du conflit. Alors, c'est une photo que j'ai trouvée la semaine dernière. Est-ce que c'est bien M. Ginsburger qui est là? Bon, le mystère demeurera. Je l'ai prise parce que je l'ai trouvée cette semaine. Alors, je trouvais la photo intéressante parce qu'on a un groupe de ce qu'on a appelé d'ailleurs l'Union Sacrée. C'est intéressant puisque là, ils sont tous là. Et puis bon, honnêtement, j'étais interpellé parce que j'avais l'impression qu'il était là. Bon, peu importe, on essaiera de creuser l'affaire. Donc, ces aumôniers assurent toutes les fonctions liées au culte en veillant bien sûr aux besoins spirituels des combattants, en assurant des visites auprès des blessés et des mourants, en organisant le service religieux lors des enterrements, et bien sûr en jouant quelquefois le rôle difficile d'intermédiaire entre le ministère de la Guerre et les familles. Leur engagement sans faille, du reste au cours du conflit, sera largement salué par la République. 2 d'entre eux seront faits chevaliers de la Légion d'honneur, 19 autres seront cités à l'ordre de l'armée, 6 aumôniers israélites dont 2 jeunes élèves rabbins tomberont malheureusement au champ d'honneur. Parmi ces aumôniers de grande valeur, il y a bien sûr Ernest Ginsburger, le grand rabbin de Genève. Bien que dégagé de toutes obligations militaires, il décide en effet de se porter volontaire au sein de l'armée française. Alors, veut-il simplement faire preuve de patriotisme à ce moment-là, alors que ses propres fidèles sont en train de quitter Genève pour rejoindre les lignes de combat? Veut-il, comme beaucoup d'Alsaciens, laver l'affront, l'outrage qui perdure depuis 1870, parce que pour les Juifs d'Alsace en particulier, eh bien, ça a été une terrible épreuve. L'Alsace était la patrie dans la patrie. Autant de dire qu'ils sont rancuniers et ils veulent récupérer ce territoire avec la Lorraine. Peut-il simplement contribuer du mieux qu'il le peut à cet élan d'entraide initié par le consistoire, alors que des milliers de jeunes gens vont être confrontés à de terribles souffrances et à la mort? Ou alors veut-il simplement échapper ainsi aux tensions internes de sa propre communauté, qu'il supporte vraiment de moins en moins? Je pense que sans aucun doute, il y a un peu de tout cela. Toujours est-il qu'incorporé dans le bataillon des brancardiers au sein du 18e corps d'armée, il s'illustre lors des combats du plateau de Craonne, en faisant preuve d'une détermination et d'un courage que peu de personnes n'auraient alors imaginé. Ainsi, au mois d'août 1914, après une longue journée de marche, il arrive à la gare de Ferté-Chevresis, dans l'Aisne, où 1300 soldats blessés attendent les convois sanitaires. Ginsburger organise alors durant toute la nuit, avec l'aide des officiers présents, le transfert de tous les blessés dans un train qu'il va réquisitionner sur place. Quelques jours plus tard, cette fois-ci en gare de Pouilly-sur-Cèdre, au sud de la Ferté, il fait stopper de sa propre initiative un train et réussit à faire évacuer durant la nuit 400 blessés, alors que l'ennemi est sur le point de rejoindre les lieux. Enfin, au cours des journées du 13 et 14 septembre, alors que le village de Pont-Aver, au nord de Reims, est bombardé, il décide de porter secours à l'ambulance divisionnaire qui est bloquée dans les combats. Il réussit là aussi un exploit, celui d'évacuer le personnel et les blessés, alors que sa division avait dû faire une retraite en toute hâte, laissant peu d'espoir aux survivants. Au cours de ces combats, Ernest Ginsburger se lie d'amitié avec l'abbé Pierre-Alexandre,
également aumônier au sein du 18e corps d'armée. Et les deux hommes parcourent ensemble les champs de bataille, associés dans un même élan patriotique. Le journal parisien La Liberté, qui relève ce bel exemple d'union sacrée, leur consacre d'ailleurs un article en octobre 1914, rapportant au passage une anecdote. Le corps d'armée, je cite, le corps d'armée a pour aumônier catholique un missionnaire colonial, le père Narp, et un aumônier israélite, le grand rabbin Ginsburger. Ils font excellent ménage, et le plus grand bien autour d'eux. Un soir, attardés sur le champ de bataille à soigner les blessés, ils ne purent rejoindre leur formation. Ils découvrirent une ferme abandonnée avec un mauvais petit grabat. Tous deux s'y étendirent, tout habillés. Le père disant au rabbin, tout de même, s'il y avait là un photographe. L'Ancien et le Nouveau Testament, camarades de lit. Après cette campagne où Ginsburger reçoit la médaille militaire, il s'illustre encore une fois en 1915 à Steenstraate, puis lors des combats de Bouchaven, en octobre 1916. Ce dernier demande à être affecté en décembre de cette même année au 36e corps d'armée pour participer aux formations sanitaires qui se trouvent sur les premières lignes de front. Comme lors de ses précédentes interventions, Ginsburger fait preuve d'un zèle et d'un dévouement qui bientôt force l'admiration de l'inspecteur-directeur du service de santé. Participant activement à l'évacuation des blessés lors des combats des Flandres, il prend la tête du groupe de brancardiers de corps, prenant ainsi la place du rabbin Léon Friedman. Cité à l'ordre le 23 novembre 1917, il reçoit la Croix de guerre pour acte de courage face à l'ennemi. Le directeur de santé le propose même, mais en vain, et par 2 fois, pour la Légion d'honneur. Il s'illustre enfin une dernière fois lors des terribles combats du mont Kemmel, dans les Flandres, durant le printemps et l'été 1918. Alors, toute cette intense activité militaire du grand rabbin sur le terrain ne semble pourtant pas avoir consumé toute l'énergie du grand rabbin qui, entre 2 batailles et profitant de quelques retours temporaires qu'il s'accorde à Genève, en profite pour lancer quelques œuvres humanitaires. Ainsi, il va fonder l'œuvre israélite de secours aux prisonniers de guerre, une institution qui va effectuer la recherche des hommes détenus en territoire ennemi et qui va permettre de retrouver la trace de nombreux soldats disparus. Plusieurs milliers d'entre eux, dont 650 provenant de la Haute-Marne, vont ainsi bénéficier d'une assistance directe depuis Genève. 150 officiers et soldats français vont d'ailleurs pouvoir trouver refuge en Suisse dans les camps d'internement, grâce à l'intervention directe du grand rabbin. La Suisse, berceau de la Croix-Rouge et pays neutre dans ce conflit, accepte en effet d'héberger temporairement les blessés des 2 camps belligérants. En outre, elle ouvre son territoire au passage de nombreux trains remplis de blessés et autres réfugiés civils qui fuient les zones de combat. Genève, puis plus tard Évian, accueilleront ainsi des dizaines de milliers de personnes qui seront ensuite dispatchées vers plusieurs centres de convalescence répartis dans toute la région savoyarde. À Genève, Ginsburger préside également les activités de la Société de secours aux prisonniers juifs russes, sachant que Genève abrite à cette époque une forte colonie donc russophone. L'association est en partie subventionnée par la communauté israélite et elle bénéficie aussi de l'appui de M. Raymond Poincaré, qui est alors le président de la République française. Début 1919, marié à Fanny Germaine Zivy, récemment, Ginsburger est enfin définitivement de retour dans la cité de Calvin. Il accepte alors de présider la Ligue des Amis du Sionisme, dont le siège est aussi fixé à Genève. Et il est intéressant de noter à ce sujet que lors de la conférence de paix du 14 mai 1919, qui se tient à la SDN, donc au Palais Wilson, le grand rabbin explique son attitude sympathique envers le sionisme, tout en précisant qu'il n'est pas lui-même sioniste. Il serait donc, au vu de cette déclaration, plutôt un partisan de la défense du judaïsme dans la diaspora, plutôt que le partisan du retour des Juifs sur la terre d'Israël, rappelant ainsi quelque peu la lutte fratricide menée entre les membres du Bund et les membres du mouvement sioniste
dont les visions étaient diamétralement opposées. Il est d'ailleurs à rappeler que Genève fut le siège social de ces deux mouvements durant plusieurs années. Toujours est-il qu'au cours de cette même période des années 1919 à 1921, il représente aussi l'Alliance israélite universelle auprès de la Société des Nations et différentes autres institutions comme l'Anglo-Jewish Association et l'American Jewish Joint Distribution. Il contribue aussi, entre 1921 et 1924, à la création du passeport Nansen pour les réfugiés russes apatrides qui s'étaient vus privés de leurs droits après 1921 par le nouveau régime russe. Il participe aussi en 1922, et avec l'autorisation de la République française, aux négociations du traité de Lausanne relatif à l'avenir de la Turquie, dirigé par Mustafa Kemal. Et par conséquent, eh bien aussi à l'avenir de ces nombreux sujets juifs encore présents sur les territoires de l'ancien Empire ottoman. Alors toute cette activité ne doit cependant pas cacher l'essentiel, à savoir les tensions qui persistent encore et toujours avec les dirigeants de la CIG, donc la communauté israélite de Genève, ce qui ne lui permet plus d'assumer ses fonctions avec toute la sérénité souhaitée. Ces longues absences ont, il est vrai, aussi lourdement pesé, affaiblissant sa position de guide spirituel de la communauté, et ce même si tous les membres reconnaissent alors les qualités humaines et l'exceptionnel courage du grand rabbin, qui s'est bien sûr largement illustré durant la guerre. Force est de constater que le mariage est désormais consommé. Ginsburger recherche alors un nouveau poste et s'intéresse particulièrement à Paris, une ville qu'il connaît bien, bien sûr, et dans laquelle il a déjà démontré toutes ses qualités d'orateur. Une place étant vacante au consistoire de Paris à la suite du décès, le 26 janvier 1923, du grand rabbin Moïse Metzger, il dépose sa candidature, espérant réunir le maximum de suffrages en sa faveur. Malheureusement pour lui, le rabbin de Rouen le devance à une seule voix de majorité. Cette fois-ci, ça s'inverse, vous voyez ? Et la déception, bien sûr, eh bien, elle est immense et Ginsburger doit se consoler en acceptant un poste comme membre du conseil rabbinique à titre de compensation. Peu de temps après, une nouvelle opportunité se présente cependant, cette fois-ci à Bruxelles, où le grand rabbin Arban Bloch vient aussi de s'éteindre. C'est ainsi qu'en mai 1924, Ernest Ginsburger est nommé grand rabbin de Belgique après une élection où il obtient 259 des 292 suffrages exprimés. Voilà. J'ai déjà beaucoup plus large et vous noterez que là, il y a quand même de l'assistance. Bon. À Genève, c'est Sigismond Balitzer, que nous voyons là, qui est désigné comme successeur. Il n'y a du reste rien d'étonnant à cela, puisque Balitzer avait assumé à plusieurs reprises la charge de grand rabbin par intérim. Balitzer est d'ailleurs, semble-t-il, à l'origine de la nomination de Ginsburger à Bruxelles, car en effet son cousin, Charles Diedisheim, est un membre très influent du consistoire israélite de Belgique. Le 9 septembre 1923, Balitzer a en effet rédigé un très long courrier, très élogieux, à son cousin, qu'il adresse donc à son cousin en Belgique, dans lequel il dresse un portrait particulièrement flatteur à l'égard du grand rabbin Ginsburger, mettant en avant bien sûr ses grandes qualités humaines et intellectuelles, ainsi que le courage exemplaire dont il a fait preuve durant la guerre. Les propos tenus par Balitzer furent-ils déterminants dans l'élection de Ginsburger? C'est fort probable, puisque ce dernier fut élu. Alors, il y a juste à Genève une petite controverse là-dessus, parce que certains se demandent pourquoi est-ce que M. Balitzer a fait une lettre particulièrement longue, qu'on retrouve dans mon ouvrage, extrêmement élogieuse à l'égard de Ginsburger, poussant donc à sa nomination à Bruxelles. Les mauvaises langues diront, c'est parce qu'il a été pendant de longues années grand rabbin par intérim. Il y a autre chose aussi par derrière. C'est qu'il faut savoir, c'est que cette fameuse famille si puissante qui dirigeait la communauté israélite de Genève, c'était la famille Flegenheimer, dont un des rejetons est le fameux auteur littéraire Edmond Flegg. Et cette famille-là, en fait, était composée de deux frères, Élie et Gerson. Gerson décède, et Madame veuve Flegenheimer
se dépêche, c'est vrai, assez rapidement de se remarier avec M. Balizère. M. Balizère rentre donc de plein fouet dans la grande et puissante famille Flegenheimer, qui n'a jamais caché son hostilité pour M. Ginsburger. On peut donc penser qu'il y avait toutes les raisons de pousser M. Ginsburger hors de Genève et de mettre à sa place Balizère, et alors profitant d'un fait providentiel que M. Balizère avait un cousin en Belgique, c'était donc extraordinaire. Donc ça, c'est un peu la controverse qui existe. Je ne l'approuve pas totalement en ce qui concerne la personnalité du grand rabbin. Qu'il y ait eu par derrière, il est vrai, une manœuvre effectuée par la famille Flegenheimer, ça je le crois fort volontiers. Et je pense que M. Balizère était plus poussé qu'autre chose, parce que je connais ses grandes qualités humaines, son sens, et puis surtout la reconnaissance qu'il avait envers M. Ginsburger. Il l'appréciait véritablement, c'était un grand ami. Je pense que fondamentalement, ce n'est absolument pas lui qui a poussé M. Ginsburger dehors. D'ailleurs, lui-même va recevoir un peu le retour de bâton, parce que si pendant la première période, M. Ginsburger avait subi les affres de cette grande famille Flegenheimer, lors de l'élection de M. Ginsburger, c'est l'effet contraire qui va se passer. C'est-à-dire tous les autres membres qui ne sont pas d'accord sur ce qui s'est passé, qui colportent un tas de colibés suite à son mariage, vont se montrer particulièrement durs avec M. Balizère, au point qu'à l'époque, ils vont dire « Nous n'avons aucun problème avec notre rabbin, nous l'avons parfaitement éduqué ». Vous voyez qu'ils étaient encore plus durs qu'avec M. Ginsburger. Donc je pense honnêtement que, oui, certaines familles puissantes, et les Flegenheimer en particulier, ont trouvé là peut-être une occasion de faciliter le départ de M. Ginsburger, mais je ne pense pas, très honnêtement, que ce soit véritablement la volonté de M. Balizère. En partant de Genève, en tout cas, dont on ne saurait dire d'ailleurs si votre papa a véritablement gardé un souvenir impérissable de son séjour à Genève, M. Ginsburger nous a cependant gratifié, c'est vrai, d'une excellente étude dont il fut l'auteur, l'histoire des Juifs de Carouge, Juifs du Léman et Juifs de Genève, paru en 1923, et qui, durant près d'un siècle, va constituer l'unique référence littéraire sur l'histoire du judaïsme genevois. Comme moi, il fut sans aucun doute frappé par la singularité du parcours historique des Juifs de Genève, qui, avant d'être admis dans la cité de Calvin, je le rappelais tout à l'heure, purent librement s'établir dans la petite cité voisine et sarde de Carouge, où le droit commun leur fut appliqué, bien avant la Révolution française, constituant ainsi, selon votre propre père, car ce sont ses propos, un cas unique dans l'histoire du judaïsme mondial. C'est parce que Ernest Ginsburger était français, et par conséquent résolument attaché aux valeurs universelles de liberté et d'égalité, qu'il s'intéressa, je pense sincèrement, particulièrement au destin de cette communauté au trait singulier. En reprenant ses travaux, à la fin des années 1990, et en proposant une étude comparative et complémentaire en 2008 et en 2010, je ne pus m'empêcher de penser à l'immense travail réalisé auparavant par M. Ginsburger et qui, de fait, fut pour moi une de mes plus grandes sources d'inspiration. La personnalité du grand rabbin Ginsburger ne peut en tout cas laisser personne indifférent. Doté d'une grande instruction, il n'était pas simplement un orateur de talent, mais un homme courageux et intrépide, qui était animé par une foi inébranlable et une volonté farouche, toute dédiée aux hommes. Et s'il s'est laissé quelquefois déborder par son énergie et sa passion, c'est parce que la franchise de ses propos, la sincérité de son langage, ne pouvaient souffrir aucune compromission. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci à M. Plançon de nous avoir dressé un très beau portrait d'Ernest Ginsburger. Bon, il a peu empiété sur des choses que je dis dans ma biographie, mais d'autres qu'il ne connaît pas. Donc, ça sera tout à fait complémentaire. Je pense que ce qui était
très intéressant dans ce qu'a raconté M. Plançon, c'est effectivement ces tensions qui demeurent depuis, et en France en particulier avec le système consistorial, ces tensions qui existent entre le rabbinat et les administrateurs laïcs. Et c'est la guerre pour savoir qui va dominer l'un ou l'autre. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était fort intéressant d'avoir cette analyse en Suisse, puisque effectivement on retrouve ces contradictions et qui amènent toujours à quelquefois des situations un petit peu chaotiques, et en particulier face au pouvoir administratif, aux pouvoirs centraux. Écoutez, après ces deux interventions, je vous propose de faire une petite pause qui sera la bienvenue, et nous reprendrons les conférences dans une dizaine de minutes.